Ça, c'est le titre que j'ai un peu changé pour tenir compte des différentes choses qu'on m'a été demandé de mettre ensemble. Donc, c'est l'évolution du rôle des régulateurs dans un système intégré de la communication. Ceci pour parler de différentes instances, car nous avons différentes autorités de régulation dans un marché de plus en plus convergent. Ça, c'est le petit sommaire que j'ai fait. L'UR, je dois faire un peu de publicité, mais l'INT n'est pas responsable pour réglementer la publicité, donc je peux le faire. Et l'UR, c'est l'union la plus ancienne union des broadcasters du monde. Et nous avons 73 membres dans 56 pays, qui au total émet 820 chaînes de télévision et 1156 chaînes de radio dans 122 langues. Et la radio et la télévision tunisienne, bien sûr, font partie de ça. Voilà, fini le spot publicitaire, c'était court. Le panorama euro-méditerranéen de la régulation. Essentiellement, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette situation dans laquelle nous avons le BEREC, qui regroupe les autorités de régulation des télécommunications, et ERGA, qui regroupe les autorités de régulation du côté de l'audiovisuel. Alors, pour nous, en tant que broadcasters, les autorités de régulation sont très importantes, sont fondamentales pour une raison très simple. Dans l'historique qui a été évoqué dans les interventions précédentes, on disait que les autorités de régulation ont commencé au début du siècle dernier. Pour quelles raisons ils ont commencé? C'était car l'État, aux États-Unis notamment, rétrécissait, il laissait des compétences et il y avait des instances du marché qui prenaient ces compétences. À ce moment-là, on a vu qu'il y avait de forts risques d'abus, soit de l'État éventuellement qui ne voulait pas céder le pas aux forces de marché, soit des forces de marché qui profitaient de la situation pour essayer de devenir à leur tour monopolistes. Et donc les autorités de la concurrence ont été les premières à intervenir dans ce domaine. C'est pour ça que pour nous, télévision de service public en Europe, et dans les bassins de la Méditerranée, c'est très important que cette régulation existe, soit forte et soit indépendante, car ce n'est pas de la part des télévisions publiques, des radios publiques qu'on essaie de s'emparer du marché, mais c'est au contraire l'absence de règles et de respect des règles, où c'est le plus fort qui essaie de faire prévaloir la règle du plus fort qui peut imposer le jeu au reste du monde. Donc, en Europe, on est arrivé, après de longues réflexions, à ce système-là que se concrétise dans ces deux autorités. Si vous voyez cette longue liste que je ne vais pas vous montrer, car c'est seulement pour vous rendre compte, ça, c'est la liste des autorités de régulation qui existent en Europe et dans les bassins de la Méditerranée. Comme vous voyez, il y en a certains qui sont encore encadrés strictement dans les ministères de compétences, et donc c'est encore des autorités à l'intérieur de l'administration de l'État, mais dans d'autres pays, et surtout dans l'Union européenne, c'est des autorités indépendantes. Voilà, je vous passe la liste, mais quand vous aurez éventuellement la possibilité de le lire, vous verrez. C'est en 2002 que la directive de télécommunications, le Telecom Package en Europe, a établi le principe qu'il fallait des autorités de régulation, et c'est qui aurait dû être indépendant, mais ce principe a été défini mieux, et comme vous le verrez dans l'étude qui sera présentée plus tard, en 2009. En 2009, on a commencé à dire comment les régulateurs devaient s'organiser pour être vraiment indépendants. Et alors là, l'INT, je vous passe la liste comme je vous disais. Alors, là, il y a un problème de copyright qui se pose, mais l'INT n'est pas responsable pour le copyright, donc je peux m'en passer. Le titre de ce chapitre, c'est « Régulateur entre l'enclume et le marteau ». Mais mon ami Nouri m'a déjà volé le titre, donc je vais lui porter plainte pour la violation du copyright. Mais on va régler ça à l'amiable. Mais la question, c'est surtout de comprendre pour quelles raisons on dit ça et pour quelles raisons l'Union européenne est arrivée à la conclusion d'imposer aux régulateurs des télécoms d'être indépendants. L'indépendance sert pour garantir une équidistance par rapport aux différents sujets en compétition entre eux dans les marchés uniques. Pour éviter que l'autorité, qui était ancienne branche de l'État, favorise l'État
et ralentissent le processus de rentrer dans les marchés de nouveaux entrants. Mais aussi, et ça, je pense, c'est à ça qu'il faisait allusion M. Lachmitte tout à l'heure, c'est le problème de nouveaux entrants dans les marchés de télécom qu'une fois qu'ils se sont installés, ne veulent pas que les autres arrivent. Et donc essayent de prendre le plus de place possible pour éviter que les autres arrivent. Donc ce n'est pas un travail qui commence et termine, c'est un travail de tous les jours, car tous les jours, ce risque se repropose continuellement. Donc, on disait entre l'enclume et le marteau, et ça c'est encore plus vrai pour les autorités de l'audiovisuel, car si dans le cadre de télécom, on pouvait dire à l'époque, et on reviendra sur ça plus tard, qu'on régularisait, on essayait de réglementer un marché sans de grosses conséquences sur la société. Par contre, quand on parle des autorités de l'audiovisuel, là, et c'est l'Union européenne qui a tranché sur ça à plusieurs reprises, on a une attitude un peu plus concernée. C'est-à-dire, par exemple, dans la directive qui réglemente le système audiovisuel en Europe, le service média audiovisuel qui auparavant était Télévision sans frontières, il n'y a pas la même obligation et le même principe d'indépendance des autorités de régulation. Pour quelle raison? D'abord, car il n'y a pas une homogénéité des systèmes audiovisuels en Europe, donc il y a une prise d'acte de ça, mais aussi car le secteur de la radio-télévision n'est pas considéré comme un simple marché, mais aussi dans sa dimension culturelle et citoyenne. Donc chaque pays a été laissé libre, dans certaines mesures, de définir ses propres mesures pour assurer cette indépendance. Donc l'enclume et le marteau, qui disait Nouri, c'est bien évident. Mais la question principale que se pose à ce moment-là, c'est comment essayer d'harmoniser ces systèmes et de faire vivre ces systèmes au moment où il y a une convergence numérique. Donc j'ai dit, et ça c'est le prochain passage, l'indépendance n'est pas un cadeau de Dieu. Je représente le Dieu comme nous on le connaissons en Italie, avec Michel-Ange. Peut-être que vous avez une autre idée, mais pour nous c'est ça. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il se passe l'indépendance. C'est pas qu'un jour quelqu'un vient vous toucher le doigt et vous l'avez. C'est dans les mains des hommes. Et c'est pour ça que la directive de 2009 de l'Union européenne pour les autorités de TLC, contrairement à ce qui est arrivé dans l'audiovisuel, définit une série de conditions claires et mesurables pour vérifier l'indépendance. Ces conditions, c'est inutile de le rappeler, car sera l'objet de la présentation qui fera Francesco tout à l'heure, donc je lui laisse le plaisir, mais là, vous trouvez en extrême synthèse, nutshell, comme disent les Anglais, l'essentiel de ce qui sont les conditions pour définir l'indépendance dans le secteur des télécoms. Mais tout cela arrive à un moment où on rentre dans la convergence numérique. Donc tout le travail qui a été fait dans les années 80, avec beaucoup de fatigue pour arriver à définir la réglementation et l'indépendance des autorités de télécom, et que c'est fait maintenant avec toute la discussion sur l'indépendance des autorités de l'audiovisuel, rentre dans un autre tour de trappe qui est la trappe de la convergence numérique. Alors, l'indépendance des régulateurs audiovisuels est à nouveau en discussion ces jours-ci. Au Parlement européen, vous savez qu'il y a en discussion la nouvelle refonte de la directive services médias audiovisuels. Et la Commission européenne, comme avait déjà essayé en 2003, essaye de prôner pour des critères communs dans la définition de l'indépendance. Mais les autorités nationales ainsi que certains États membres résistent à ces changements car ils voient dans ces changements un risque potentiel pour l'autonomie et la diversité des cultures nationales. Le problème derrière, c'est en réalité un autre. C'est-à-dire que, comme vous voyez dans cette image un peu souriante, mais c'est la réalité, c'est-à-dire on essaie de définir des choses qui sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire ce qui était un téléviseur aujourd'hui c'est un téléphone, ce qui était un ordinateur aujourd'hui devient un livre ou un lecteur d'un journal, etc., etc. La progressive intégration des médias et des télécoms dans le domaine de l'Internet et l'arrivée sur les marchés nationaux et régionaux d'acteurs mondiaux est en train de changer encore une fois la donne. Donc devant les défis de la mondialisation et de nouveaux entrants qui ne sont ni télécoms ni audiovisuels et qui appartiennent à un autre monde et qui agissent
selon des principes de business totalement différents, les États s'interrogent sur la meilleure manière de faire face à la nouvelle réalité. Donc, quand j'entends dire qu'il y a un code numérique qui vient, j'espère bien que ce code numérique a une vision intégrée et holistique d'un problème qui est très complexe. Pour vous dire, et ça c'est pour ceux qui connaissent le domaine de la régulation, surtout la régulation audiovisuelle, ça a été un choc. Au Royaume-Uni, en 2017, à partir du 1er janvier, la BBC, qui auparavant était en dehors de la réglementation des autorités, a été mise dans le cadre sous le contrôle de l'Ofcom avec un certain nombre de précautions, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'arrêté et on change tout le travail qu'on fait, tout le travail que vous faites tous les jours, chaque jour, c'est d'essayer de s'adapter à cette réalité constante. Le problème principal que je vois venir, c'est un problème de taille. Je me rappelle très bien quand il y a eu en Europe la polémique sur la net neutrality. Le premier pays à avoir fait des réglementations sur la net neutrality, le deuxième, était la Slovénie. Les opérateurs de télécom ont porté plainte et ont bloqué la mise en place de cette législation. Quand j'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous savez que ça va devenir un jour une législation européenne. Donc, mais la Slovénie, vous savez que le PIB de la Slovénie, c'est équivalent de mon chiffre d'affaires. C'était un PDG d'une compagnie de télécom. Donc, la taille, c'est important. S'insérer dans ce système global, c'est très important. Il faut en tenir compte. Il faut avoir une dimension qui soit suffisante à faire face à des géants de plus en plus énormes. Je vous remercie et j'ai dit tout ça car je pense que nous avons tous besoin des autorités de régulation qui fonctionnent bien, qui soient indépendants et qui garantissent le développement du marché et de la société car les deux choses vont de plus en plus ensemble. Merci.